Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Bonsoir Françoise. Bonsoir Gabriel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors ce soir on a la chance d'avoir Françoise Carpentier avec nous. Donc Françoise est vice-présidente de l'association Fragile X France Le Goéland et également déléguée régionale. De toute façon je pense que je vais laisser un petit temps à Françoise pour se présenter. Et puis donc on a pensé à un plan pour ce soir. Je pense que alors peut-être même en fait avant de commencer, je vais rappeler donc le but du NeuroLive, encore une fois, c'est de pouvoir rendre accessible et disponible un maximum le professionnel. Et d'ailleurs ce soir je suis content parce que c'est ce qu'on se disait en fait avant que la vidéo commence. Françoise ouvre le bal finalement des patients, des associations. Et donc ça c'est très très bien parce que lorsque je disais que donc c'était important de pouvoir rendre accessible le professionnel, l'objectif principal c'est vraiment encore une fois de pouvoir partager autour des connaissances, l'expérience de chacun afin que ça puisse être utile à tout le monde ou en tout cas un maximum de personnes. Sur les bons conseils de François, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me présenter afin que vous puissiez, parce que je sais qu'on a de nouvelles personnes qui nous regardent, donc au moins comme ça vous savez à qui vous avez affaire. Je commence ou vous voulez commencer? Non, non, allez-y. Je commence? Ouais. Bon. Alors, donc, je m'appelle Gabriel Raffi, je suis neuropsychologue spécialisé chez l'enfant et l'adolescent. Ça va faire maintenant 6 ans que j'exerce, principalement sur Paris. Et donc en tant que neuropsychologue, ce que je fais, c'est que je fais des évaluations de l'efficience intellectuelle, de la mémoire, de l'attention, des fonctions exécutives. Et derrière, je propose également de la remédiation cognitive, donc en gros de la rééducation du cerveau lorsque c'est nécessaire, afin de pouvoir travailler les fonctions éventuellement déficitaires. Voilà, ça c'est ce que je fais en tant qu'activité principale. À côté de ça, bon, j'ai aussi d'autres casquettes, même si j'ai qu'une seule tête. Je suis président de l'association Sierra et également j'ai en charge la gestion d'un grand cabinet paramédical en banlieue parisienne où là aujourd'hui nous sommes 20 professionnels je crois à y exercer. Où il y a de tout sauf des orthophonistes. Mais sinon il y a de tout. Orthophoniste on aimerait bien mais on n'en trouve pas. Je pense comme la plupart des gens. Voilà pour ma présentation. Je vous en prie Françoise. À vous. Donc moi, Françoise Carpentier, donc je suis active au sein de l'association Fragile X France Le Goéland depuis 1999. Donc l'année prochaine, À l'époque du franc. voilà, à l'époque du franc. Et donc déjà maman d'un grand garçon, un adulte qui a 33 ans. Sylvain qui est en foyer de vie, donc il a eu un parcours voilà, maternelle, crèche maternelle, IME, IM Pro, et puis maintenant il est en foyer de vie parce que, bon, pour bien des raisons, au moment de l'orientation, c'était plus facile de le mettre en foyer de vie que d'essayer de faire quelque chose et de le mettre en ESAT. Donc, orientation un petit peu loupée, mais bon. Il est très heureux, il est en foyer de vie et ça se passe très bien, donc voilà. Bah, si jamais après vous êtes d'accord, peut-être après la présentation aussi faire part, si vous le voulez, hein, faire part de votre propre expérience justement. Peut-être que si ça peut aider certaines familles qui forcément sont confrontées à ces situations-là, sans forcément voilà, leur dire que c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais en tout cas en partageant votre propre expérience, derrière ça va apporter aussi je pense quelques conseils à ces familles qui là aujourd'hui en fait vivent ce que vous avez vécu il y a de ça 20 ans, c'est ça? Ouais. Sylvain, il a quand même 33 ans, donc voilà. Moi, tout petit, je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait déjà une anomalie et il a fallu attendre qu'il ait 13 ans pour avoir enfin un diagnostic. Puisque effectivement, l'X fragile, le syndrome X fragile a été découvert donc, en 1991 par le professeur Mandel. Et donc, à la suite de ça, une association des parents, surtout des parents, ont décidé de créer l'association nationale de l'X fragile
par la famille Violet de Normandie, qui se sont débattus avec de nombreuses familles, mais pas encore assez pour créer l'association, qui maintenant a grandi, a fait son chemin. Maintenant, on s'appelle Fragile X France Le Goéland, parce qu'il a fallu se remettre un petit peu en question, évoluer et faire évoluer l'association. Donc effectivement, les déficiences du syndrome X fragile, c'est une déficience intellectuelle. La deuxième cause après la trisomie, et donc une déficience un petit peu retard mental évidemment, retard des acquisitions. Il faut leur laisser le temps, ils sont capables de faire plein de choses, vraiment beaucoup de choses, nos enfants, mais il leur faut du temps. Du temps et du temps. Mais voilà, on est là pour les accompagner. On a heureusement de plus en plus de professionnels pour nous aider à y parvenir. Pas assez selon certaines régions. Mais voilà, il faut être patient avec nos enfants. Ils sont tellement joyeux, gentils et aimants que de toute façon, ils arrivent à faire plein de choses et on est là pour les accompagner. Et franchement, c'est trop bien. Donc, effectivement, on espère tous avoir des enfants dits normaux, mais bon, après, on vit avec le handicap et ils sont tellement joyeux et adorables que, bon, le temps passant, c'est sûr que... Voilà. C'est sûr. Alors peut-être que pour le coup, pour qu'on puisse profiter un maximum là, de cette heure qu'on a devant nous, on avait pensé à un plan. Alors on va très probablement donc commencer par présenter déjà le syndrome de l'X fragile pour qu'on soit déjà à peu près tous au clair par rapport à ce que c'est que le syndrome. Ensuite, je laisserai Françoise aussi présenter donc son association, forcément, pour que vous puissiez aussi prendre connaissance de tout ce qu'ils font au sein de l'association au quotidien pour aider un maximum les familles. Et puis après, moi je terminerai par vous parler de la prise en charge pluridisciplinaire possible autour d'un patient donc, présentant ce syndrome. Si ça va pour tout le monde, on respecte ces plans. Et voilà, évidemment, on fera du mieux qu'on peut pour répondre à vos questions en direct. Si jamais on ne prend pas le temps de le faire, de toute façon, vous en faites pas. La vidéo, elle sera postée non seulement sur le groupe, donc NeuroLive, moi-même sur mon compte. Et vous, n'hésitez pas à partager. Je le rappelle du coup à chaque vidéo. Mais plus vous partagerez la vidéo, plus derrière, on fera en sorte qu'il y ait de la visibilité. Et donc potentiellement, ça pourra aider les personnes. Voilà. Bon, du coup, c'est parti. Donc, l'X fragile, qu'est-ce que le syndrome ? Donc c'est une maladie génétique héréditaire qui est transmise essentiellement par la maman. Il y a tellement de choses à dire que j'ai un petit peu... On va prendre le temps de le faire. Donc, transmis par la maman. Et donc, les signes primordiaux, c'est effectivement la déficience intellectuelle, les troubles du langage, du comportement, les anomalies physiques. C'est vrai que moi, souvent dans une assemblée de personnes handicapées, j'arrive à bien détecter les personnes qui peuvent être porteurs du syndrome X fragile avec leurs grandes oreilles, des fois leur grande tête. Et des fois, c'est assez drôle parce qu'on arrive à retrouver sur une grande quantité d'adultes X fragiles, même des enfants, des ressemblances entre chacun. Et c'est assez drôle parce que même deux frères, parce que dans l'association, effectivement, on a des fois des familles et deux frères qui seront complètement différents et c'est vraiment particulier. On n'en parle pas assez. Il y a aussi beaucoup de filles qui sont touchées par le syndrome.
Et donc, c'est un petit peu différent. Il y a aussi des cas de filles qui sont très atteintes, largement autant que des garçons. Alors bon, moi j'ai pas d'expérience des filles, je vois au niveau de l'association les filles qui effectivement, c'est des jeunes filles pour lesquelles on ne verra jamais d'anomalie. Et c'est pour ça que c'est diagnostiqué souvent grâce à un petit frère qui est beaucoup plus atteint que les jeunes filles. Mais il existe quand même, et ça il faut vraiment en être persuadé, il y a des jeunes filles qui peuvent être vraiment très très atteintes, largement autant que des garçons. Donc ça c'est quand même important de le souligner parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de garçons parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de cas de garçons, mais les filles peuvent être aussi porteuses et vraiment développer ce syndrome largement autant que des garçons. Pour les garçons, on parle d'une naissance sur 4 ou 5 000, c'est ça, il me semble. Oui. Garçons, c'est une. Voilà, alors que pour les filles, c'est beaucoup moins. Mais, c'est presque la moitié en fait. Voilà, c'est ça. C'est une naissance sur 8 ou 9 000, oui. En fonction des chiffres. Oui, c'est des chiffres. Parce que même, c'est ce que j'ai expliqué à l'instant, il y a des filles qui sont très posées, etc., pour lesquelles on ne verra pas, et puis et pourtant elles sont vraiment mutées, et des garçons et des filles qui seront pas du tout, qui seront mutés aussi et qui présenteront pas du tout de déficience comme les garçons. Donc c'est vraiment différent d'un cas sur l'autre, aussi bien sur les filles que les garçons. Et donc voilà. Alors même si après du coup chaque patient, un peu comme de toute façon dans n'importe quelle, que ce soit leur maladie, handicap, trouble, pathologie, vous parliez par exemple donc de certaines similitudes qu'il pourrait y avoir au niveau physique, ça oui. Par exemple, parce que là je vois que donc on va rentrer dans tout ce qui va être les compétences. Évidemment, chaque personne reste quand même unique. Donc on va avoir, en fait, tous les X fragiles forcément ne se ressemblent pas sur tous les points. Il peut y avoir quand même des différences entre chaque personne. Là, on va présenter de façon globale ce qui est la plupart du temps donc, une personne présentant un syndrome de X fragile. Mais si vous-même vous voulez témoigner et apporter votre propre expérience et parler par exemple de vos enfants, c'est avec plaisir. Et si on voit qu'il y a des différences entre notre représentation et puis ce que vous vivez au quotidien, là aussi pour le coup c'est avec plaisir si vous pouvez nous faire part de votre propre expérience. Du coup les points forts, c'est bien parce que j'ai une vue sur toute la présentation, donc je sais déjà ce qu'on va dire. Alors les points forts chez une personne X fragile. Donc une excellente mémoire visuelle, et c'est vrai qu'au quotidien on s'en rend compte, on peut être très bien dans une discussion et nos enfants nous interpeller sur quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps, ou même nous on ne se souvient même pas, et qu'eux vont se souvenir. Donc là c'est vraiment très important pour eux. Et puis le contact, hein, c'est vraiment important pour eux d'être dans le contact, d'être dans l'échange. Pour la mémoire, alors déjà, la mémoire, il me semble, hein, c'est donc une excellente mémoire épisodique, une excellente mémoire à long terme, par contre une mémoire à court terme qui est encore extrêmement fragile. On verra du coup le pourquoi en fait cette mémoire à court terme elle est extrêmement fragile, mais du coup lorsqu'on parle d'excellente mémoire, c'est une mémoire à long terme, une mémoire épisodique, une mémoire qui fait appel à du vécu qui peut éventuellement dater d'il y a pas mal de temps. Mémoire visuelle aussi qui est nettement meilleure que la mémoire auditive,
Ça aussi, pareil, on verra donc le pourquoi, par définition. La mémoire visuelle serait de meilleure qualité que la mémoire auditive. Et Je vous laisse donc, continuer. et donc ben, c'est vrai qu'ils ont un sens de l'humour assez développé. Ils sont vraiment ils aiment souvent faire la fête, ils aiment qu'on s'occupe d'eux, ils aiment échanger, la plupart, hein, parce qu'on ne va pas faire, on fait pas une généralité. On entend bien qu'il y a toujours, des personnes qui sont différentes. Mais c'est vrai que, bon, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'au cours des week-ends familiaux organisés par l'association, c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont le sens de la fête et ils aiment s'amuser. Quand ils sentent qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont bien à l'aise, que les gens sont bienveillants et pour le coup, là, ils sont dans leur élément, quoi, quand ils sont bien entourés et ils sont heureux. Ils sont heureux de vivre et c'est vrai que même si c'est compliqué quand ils sont plus jeunes, c'est vrai que pour les jeunes parents, ben, c'est tout un apprentissage. Et c'est vrai qu'en étant adulte, bon, ils ont toujours, ils peuvent avoir parfois des petits, des petits moments où ils sont pas toujours très agréables, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ils sont complaisants, ils sont vraiment dans l'échange et ils aiment bien. Ils aiment voilà, ils aiment la fête, ils aiment être bien encadrés et ils ont des grandes capacités à faire. Il faut comme j'ai dit au début de la présentation, il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps d'apprendre, il faut leur laisser le temps de... Voilà, ils sont en capacité de faire énormément de choses, mais il faut toujours être voilà, dans l'éducation, dans l'encadrement. Et c'est vrai qu'après, plus adulte, il faut quand même continuer. Il faut quand même continuer de les encadrer, éventuellement, de l'orthophonie, parce que c'est vrai que après souvent ils peuvent bafouiller, etc. C'est important aussi de continuer certains suivis médicaux. Même en étant adulte, faut pas forcément baisser le bras. C'est vrai qu'une fois que le diagnostic est posé, on se dit bon allez, maintenant on lève voilà, on est posé, on sait ce que nos enfants ils ont, du coup. Mais c'est vrai que pour certains, un petit peu d'orthophonie, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Bah ça, alors, après la on présentation. pourra parler des suivis, etc. Voilà, au niveau des troubles, au niveau du trouble du syndrome X fragile, bon, évidemment, oui, c'est bien une maladie héréditaire. Hein, et donc, bon, effectivement, on peut aussi en parler, des mamans quoi, qui culpabilisent un petit peu le fait d'avoir transmis cet X fragile. C'est aussi important dans ce syndrome et c'est pour ça que on peut passer aussi à la présentation de notre association. C'est vrai que c'est super, c'est vraiment important de pouvoir se retrouver au niveau de notre association et faire échanger, avoir des discussions, des débats, etc. Donc c'est vraiment important de se retrouver entre nous, de pouvoir discuter de problématiques que l'on rencontre au quotidien. Les parents, les familles qui sont plus âgées ont une expérience différente des jeunes familles. Donc là, il y a un échange qui s'établit, qui est vraiment très très important.
Pour information, Très en fait, intéressant. on avait été amené à se rencontrer. Alors, c'était l'année dernière, hein. L'année dernière, au mois L'année dernière, d'octobre. exactement au mois d'octobre. Ça s'est fait un peu par hasard, j'ai envie de dire. J'avais envoyé plein de mails à plein de personnes pour annoncer l'ouverture donc du cabinet de Champs-sur-Marne. Et donc Françoise Carpentier avait eu la gentillesse de répondre à mon mail et me proposer en fait la tenue d'un événement au sein du cabinet, puisque du coup voilà, on est plusieurs professionnels à travailler et il y a ce côté pluridisciplinaire. C'est vrai que bon, il y voyait un certain intérêt à ce que donc cet événement se tienne au sein du cabinet. Et donc ça s'était fait. Donc ça c'est pour dire en fait pour mettre en avant justement tout ce que l'association fait au quotidien. Donc en gros l'association avait organisé une journée de j'ai envie de dire de sensibilisation au sein du cabinet pour voilà pour mettre en avant donc ce que c'est que le syndrome. Il y avait eu quand même 20 parents, 20 ou 24 parents quelque chose comme ça, de Mhm. l'association Ouais, c'est ça, plein qui de étaient familles. venus. Alors en plus c'était vraiment à l'opposé hein, de la banlieue parisienne, mais ils étaient quand même venus un dimanche. Et il y avait même eu aussi plusieurs enfants. Et donc on avait fait toute une journée donc, où on s'était retrouvés. C'était quand même assez convivial, assez chaleureux. Et donc voilà, c'est ce genre d'événement que peut organiser l'association. Encore une fois, pour ne pas laisser seuls les familles et faire en sorte que les gens trouvent de l'écoute, une aide, des conseils, une bonne orientation vers le professionnel afin que la prise en charge, on l'espère en tout cas, soit de qualité derrière pour qu'on puisse voir des progrès significatifs chez les plus jeunes et chez les adultes aussi. Et ça, on sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir trouver des professionnels qui interviendraient auprès d'adultes. Mais bon, voilà, c'est ce genre d'événement qu'organise l'association et donc c'est pour ça que c'est encore une fois c'est un plaisir d'avoir Françoise avec nous pour nous faire part donc de son expérience. Est-ce que vous Oui, voulez... parce que oui. au niveau de l'association, donc là il y avait cette rencontre au mois d'octobre. Donc chaque année on fait un grand week-end sur 4 jours à l'Ascension. Donc ça c'est vraiment l'événement de l'année où vraiment les familles se rencontrent. On essaye de faire intervenir des professionnels pour nous parler de thèmes complètement différents d'une année sur l'autre. Et, donc c'est vraiment un mélange de, d'intervention de professionnels, un mélange avec les familles. Et c'est vraiment une osmose. Les enfants, les adultes X fragiles sont pris en charge par des éducateurs ou des personnes, même bénévoles, qui viennent nous aider pour encadrer les enfants. Ce qui fait que les parents sont complètement libérés et puis ça leur permet de vraiment pouvoir participer aux interventions des professionnels en sachant que voilà, les enfants sont pris en charge. Pour eux, c'est hyper important. Et donc, ça permet vraiment de... voilà, c'est un peu voilà, une détente pour les familles durant ces 2 jours pleins et c'est vraiment très très important. Aussi au niveau de l'association, on participe évidemment à la course des héros. Donc la course des héros c'est une manifestation qui est faite par une société qui s'appelle Alvaron, une société de communication, et du coup qui organise la course des héros au profit pour des associations. Et donc Fragile X France participe à cet événement depuis maintenant 5 ans. Donc sur Lyon, sur Paris et au mois de juin prochain.
il y aura aussi une course sur Bordeaux. Donc on participera aussi à cette course à Bordeaux, puisque nous avons le délégué de l'association sur la région qui prendra en charge la course des héros, puisqu'on ne peut pas se démultiplier, hein, puisque cette année c'est décalé au niveau des dates, mais l'année dernière c'était Lyon et Paris en même temps, donc on ne pouvait pas aller voir les voisins de Lyonnais, mais C'est dommage, on ça. pensait bien à eux. Notre délégation était vivement représentée à Lyon. À Paris, on était aussi un bon nombre de familles. Et c'est aussi un moment, on organise donc la course et puis après un pique-nique très convivial. Et là, c'est vraiment important, Ça, c'est pareil. bien. Ça permet aux familles de se retrouver, Après l'effort, le d'échanger. réconfort. Voilà, en plus. Et puis bon, évidemment, non seulement c'est un super réconfort, puisque on offre un petit apéritif, et puis tout le monde apporte son pique-nique, donc c'est vraiment un moment convivial et sympa. Et donc là, depuis plusieurs années, mais là on est vraiment, c'est vraiment un virage. L'association a créé en collaboration avec un metteur en scène sur Lyon une pièce de théâtre créée d'après les témoignages de parents de notre association. Et c'est une pièce de théâtre qui est mise en scène avec des acteurs qui ont vraiment pris à bras le corps tous ces témoignages et qui ont su faire ressortir toutes ces angoisses que les parents peuvent rencontrer, les moments de joie, etc. Et c'est vraiment une très belle pièce qui s'appelle Instant Fragile. Et depuis 2 ans, elle tourne en France et là, en 2018, ça s'accélère. Et on a pas mal de dates qui sont prévues dans la France entière, en fait. Et donc ça, c'est vraiment très, très important bien. Parce que voilà, c'est pas vraiment forcément... Enfin, c'est effectivement fait d'après les témoignages de parents de notre association porteurs du X fragile. Mais c'est vraiment ouvert à tout type de handicap, parce qu'en fait, n'importe quelle personne qui aura un handicap peut se sentir concerné dans la pièce de théâtre. Si bien que, en fait, les délégués régionaux, je pense à une collègue de Orléans, s'est associée avec Trisomie 21, une association évidemment pour les personnes trisomiques. Et du coup, ça fait une belle association. On a aussi rencontré ça sur Toulouse. Et voilà, le fait de se regrouper avec d'autres associations portant de déficience intellectuelle fait que, en fait, on ouvre bien cette pièce est vraiment très très appréciée. On a eu un riche succès aussi sur Nantes et sur Lyon. Et voilà, elle va être aussi... l'association quand même recouvre bien le territoire national. De plus en plus. On cherche toujours des volontaires, on est toujours... il faut des bénévoles. On est toujours à la recherche de parents, de jeunes parents qui... En fait, on a peur pour l'avoir vécu il y a 20 ans, on a peur de franchir le pas, de faire la démarche de venir dans une association. On s'imagine, je ne sais pas, peut-être qu'on va demander la lune, mais non, pas du tout. C'est un moment convivial et on a besoin de jeunes parents pour amener leur expérience, leurs envies. Et c'est vraiment important que des jeunes parents puissent s'investir. Ça ne demande pas forcément beaucoup de temps,
Mais voilà, des idées, et surtout que depuis là, on a redynamisé aussi les délégués régionaux avec une personne très très réactive qui a su parler aux gens et leur expliquer que voilà, elle était là, et c'est important de voilà. Et l'association, c'est vraiment Ça passe par le dialogue, par la ouais, communication. par la communication, par les échanges, et aider surtout, essayer d'aider par nos expériences mutuelles, les nouvelles familles, les nouvelles familles qui viennent d'avoir le diagnostic. C'est des étapes difficiles, et c'est pas toujours évident, bien que maintenant avec Facebook, Internet, ça ouvre l'esprit. Il y a des forums, les gens échangent beaucoup sur les forums. Mais l'association, c'est du vivant, c'est du vécu, et voilà, c'est autre chose. C'est autre chose, et d'autres liens qui se créent. Et c'est important que les associations existent, et il faut faire vivre les associations. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, en fait, moi j'ai l'impression que si. En même temps, c'est malheureux et en même temps, c'est beau parce que du coup, là, je vois dans un commentaire, on parle de belle aventure. Si amélioration il doit y avoir, si changement il doit y avoir, changement positif il doit y avoir, c'est parce que ça vient des associations. C'est les familles en fait qui se Oui. démènent pour qu'il y ait une amélioration des conditions de prise en charge, de la qualité de vie du patient et des aidants. Et c'est justement donc c'est des personnes comme vous qui font vivre toutes ces associations et qui permettent aux familles de pouvoir soit trouver une solution ou au moins en tout cas qu'il y ait un espoir, qu'il y ait toujours un espoir dans l'amélioration de la situation. Mhm. C'est mon avis. Ouais. Ouais, mais oui, on a besoin de professionnels, on a besoin d'expliquer aux professionnels notre syndrome qui est relativement méconnu par rapport au nombre de cas. C'est quand même, moi je trouve ça fou, quoi, de me rendre compte qu'il y a plein de professionnels qui ne connaissent pas notre syndrome. Et Ça, c'est pour ça que c'est vraiment important bah, d'être là ce soir, parce que voilà, vous avez aussi votre réseau de professionnels, donc c'est important que les professionnels connaissent notre association et connaissent euh, ce que ça draine, et tous les efforts que l'on fait pour essayer de se faire connaître, quoi. On a vraiment besoin des professionnels pour nous aider à soigner, enfin, à aider nos enfants déjà à évoluer. Et puis, on a besoin des professionnels parce que voilà, ils ont la technique que nous, parents, on n'a pas forcément. Donc, c'est vraiment important, quoi. c'est un travail pluridisciplinaire. Voilà. J'inclus toujours les parents et l'entourage du patient dans ce travail pluridisciplinaire. C'est un travail d'échange toujours autour du patient pour l'intérêt du patient. Et là, du coup, ce que vous dites, forcément, ça fait penser en fait à de la sensibilisation. Encore une fois, j'ai l'impression que, et là, bon, le syndrome de l'X fragile est loin d'être le seul cas, hein. Mais il y a toujours en fait une double peine. Il y a toujours en fait le trouble, et puis après derrière le manque de connaissances autour de ce trouble, autour de cette pathologie. Et ça, malheureusement, en fait, on se rend compte à quel point ce manque de connaissances autour donc de la problématique en elle-même peut être aussi problématique, que ce soit au niveau des professionnels, mais que ce soit aussi au niveau de l'environnement dans lequel vit la personne, que ce soit en milieu scolaire ou milieu professionnel, où finalement, parce qu'on ne sait pas comment faire, on le met de côté. Et c'est là où, pour le coup, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment en fait cette double peine où si nous étions chacun d'entre nous un minimum sensibilisés, bah, au moins en fait on éviterait certains soucis, certains tracas pour la personne en elle-même et puis son entourage.
Oui, de toute façon, oui, c'est sûr qu'il faut absolument que on travaille main dans la main de manière à pouvoir faire évoluer nos enfants. Et c'est vrai que petits, quand ils sont à l'école, bon, on a du mal à avoir des AVS, il faut monter des dossiers, MDPH, etc. C'est hyper compliqué. Et puis bon, ben, c'est comme dans n'importe quelle profession en fait. Hein. Il y a des professionnels qui sont pas forcément pour l'inclusion. Je pense surtout à l'école où nos enfants ils ont du mal à trouver leur place quoi. C'est compliqué si l'institut n'est pas partie prenante pour inclure c'est une chose. L'inclusion c'est une chose, mais après il faut pouvoir avoir envie d'expliquer aux autres enfants et, c'est compliqué. C'est compliqué quand on a des instits qui ne veulent pas entendre parler de nos enfants ou même des personnes pas forcément sur l'ex-fragile, effectivement, ça peut être n'importe quel handicap. Il y a des personnes, ils sauront pas, ils essayeront même pas de se remettre en question pour intégrer nos enfants. Quoi. Donc c'est un petit peu compliqué et il faut se battre. Il faut se battre, mais il ne faut pas se battre n'importe comment non plus, parce qu'il ne faut pas que nos enfants, sous prétexte qu'on veut absolument les inclure, soient malheureux. Quoi. Il faut peser le pour, le contre et vraiment travailler en équipe. J'ai eu, moi, par le passé, enfin, c'est pas forcément moi, plutôt c'est Sylvain qui a eu une grande chance d'avoir en maternelle en première année une instite horrible qui l'a relayée, enfin qui n'a pas voulu s'en occuper. Ensuite, il y a eu le conseil entre les instits et après il a été super bien encadré. Il a pu faire ses 4 années de maternelle parce qu'il y avait des instits qui ont bien voulu le prendre, s'en occuper, lui faire des activités selon ses possibilités. Et il a pu faire ses 4 années de maternelle en étant super bien inclus et ça se passait très bien. Il faut vraiment que l'instit soit partie prenante. Si l'instit n'a pas envie d'accepter nos enfants, en plus, nos ex-fragiles, ils ont un sens supplémentaire d'acceptation et ils sentent les personnes qui les acceptent ou pas. Et de ce fait, s'ils ne se sentent pas acceptés, ils vont faire la misère à l'instit. Ou alors, si c'est plutôt des enfants qui sont plutôt autistiques, ils vont se replier sur eux-mêmes. Donc, c'est pas bon. Il faut vraiment que l'instit soit partie prenante pour que ça avance. Si l'enfant est dans une école où il n'y a pas de dialogue possible avec le directeur, avec les instits, avec l'AVS, je pense que on est un peu voué à l'échec, quoi, parce que pour eux c'est super important. Et c'est vrai que l'inclusion, après, c'est tout au long de leur vie, ça sera la même chose. Il faut qu'ils se sentent bien. Nos enfants, enfin bon, comme beaucoup d'enfants, de toute façon, hein, il faut qu'ils se sentent bien à l'école pour avancer. Mais c'est vrai qu'on est là pour parler de l'X fragile, donc ils sont tellement je vais pas trouver le mot, mais ils sont attachants, mais il faut vraiment que ce soit dans les deux sens. C'est ça. Un travail soit fait forcément pour que
les personnes elles-mêmes, donc au niveau de leurs compétences, qu'elles soient cognitives ou au niveau du comportement, progressent, mais que la société aussi forcément s'adapte idéalement Ouais, pour les aider à arriver justement à cette inclusion. Ça, c'est évident. Et donc même après, en classe primaire, c'est pareil, c'est une orientation. Après la maternelle, que fait notre enfant? Quelles sont les capacités? Voilà, c'est quelles sont les capacités et quelles sont les capacités qu'a notre enfant. Et il ne faut pas le mettre en situation d'échec, faut pas qu'il soit malheureux, il faut qu'il soit bien. Et s'il n'y a pas d'instit qui peuvent le prendre en charge et vraiment s'adapter à lui, voilà, faut pas le mettre dans l'échec. Faut qu'il se sente bien et il faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir à l'orientation. Après la maternelle, si l'enfant a pu aller en maternelle, s'il a pu être inclus en maternelle, il faut bien réfléchir. Ulysse, classe primaire ou IME. Voilà, en IME, il y a des éducateurs spécialisés, il y a d'autres enfants handicapés. Est-ce qu'il va mieux se sentir au milieu de personnes, d'enfants handicapés comme lui, ou est-ce qu'il va être assez fort pour être en Ulysse avec des enfants qui auront peut-être des troubles moindres et il y aura peut-être de la moquerie, il y aura peut-être... voilà, et c'est vraiment très très important à chaque moment d'orientation, c'est vraiment important de réfléchir et de dire où est-ce que notre enfant sera le plus heureux. Est-ce qu'il faut impérativement l'inclure en milieu ordinaire ou est-ce qu'il faut le laisser avec des personnes handicapées? Moi, je suis pour l'inclusion à partir du moment où l'enfant sera heureux de vivre au sein de la structure choisie. C'est important. Ils sont quand même assez très conscients, donc c'est important pour eux voilà, d'échanger. Et bon, de toute façon, nous, en tant que parents, on essaiera toujours de faire au mieux pour notre enfant. Et c'est important. C'est important qu'il y ait des échanges, des discussions, etc. Donc voilà, voilà. Il ne faut pas faire inclusion pour inclusion. Je pense que c'est vraiment important de bien réfléchir et voilà, de pouvoir échanger avec notre enfant s'il a les capacités de raisonner, de pouvoir dire ce qu'il pense ou faire comprendre. S'il a des problèmes d'élocution, c'est pas toujours simple. Mais bon, au sein de la famille, il arrive souvent à pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est important de l'écouter et pouvoir le préparer et lui expliquer les choses. très juste. Donc, inclusion pour inclusion, en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bénéfique. Faire vraiment bien attention au bien-être de la personne, le fait qu'il puisse vivre dans un maximum de sérénité. Penser toujours orientation, c'est sûr, mais encore une fois, pas forcément imposer les choses à l'enfant ou à l'adulte parce qu'on voudrait absolument qu'il accède à ces acquis-là. Non, c'est d'abord en fait quand même penser à son bien-être, voir s'il est capable ou pas de gérer le rythme qu'on souhaiterait lui imposer ou proposer et puis voir, je pense, assez quand même régulièrement aussi avec la personne comment elle est. Oui, faut faire des bilans, mais c'est vrai que quand on lit sur certains forums d'échanges comme ça, c'est pas toujours simple d'obtenir
des rendez-vous. Des bilans, des rendez-vous avec les instits, avec les éducateurs. C'est vrai qu'il faut forcer les portes. Souvent, on voit beaucoup de parents qui sont obligés de forcer les portes parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les renseignements qu'ils ont besoin, ils n'arrivent pas à avoir les prises en charge, ils n'arrivent pas... Mais c'est un combat, de toute façon. C'est important, on sait que voilà, à partir du moment où on a notre enfant qui est différent, on sait que ça sera un combat de tous les jours et voilà, on est des combattants, nous les parents. Ça, c'est vrai que c'est vraiment le parcours du combattant. À partir du moment où le diagnostic est posé, il y a beaucoup de familles qui sont déjà, ils prennent le diagnostic dans le visage, donc déjà là c'est un petit peu compliqué, il faut se battre et puis une fois qu'on a digéré, il faut se tourner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui se tournent vers Internet maintenant, qui vont chercher des informations, mais les associations, nous en l'occurrence, on est là pour répondre aux questions des familles. On n'est pas magicien, on va pas trouver forcément le spécialiste adéquat dans chaque région. On va essayer d'aider les personnes. Si on a dans tout notre panel de professionnels, des personnes à même de pouvoir prendre en charge l'enfant, voilà, on va donner les coordonnées, ou on va leur demander de s'orienter vers tel ou tel ARS ou MDPH. Les avis vont être partagés, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelquefois quand même des MDPH où il y a un petit peu de sens d'échange. Ça existe, ça dépend vraiment des régions, d'une MDPH à l'autre. On peut aussi parler du taux d'invalidité, les X fragiles d'une MDPH à l'autre. C'est vraiment incroyable, quoi. Parce qu'à partir du moment où notre enfant est atteint de ce syndrome, du départ, il faut se bagarrer pour avoir un 80%. Parce que même si il paraît autonome, c'est beaucoup d'apparence. Après, il y a quand même beaucoup de choses à leur apprendre tout petit. Il faut vraiment se bagarrer pour avoir ce taux à 80%, quoi. C'est vraiment important pour l'aide qu'on peut avoir par rapport aux spécialistes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à avoir ce 80%. C'est avec 79%, histoire de dire qu'on ne vous donne pas 80%. Et c'est vrai que d'une MDPH à l'autre, c'est vraiment incroyable, quoi. Alors que la trisomie, et pourtant la trisomie, c'est un peu la même problématique que l'X fragile, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs, sauf que nous, ça ne se voit pas forcément chez notre enfant. Ça va se voir dans son attitude, dans ses réactions. Alors que la trisomie, effectivement, on sait d'office que l'enfant sera atteint de trisomie, mais la trisomie, dans beaucoup de MDPH, c'est d'office 80%. Alors qu'il y a des enfants de trisomie qui sont un peu comme nos enfants X fragiles. Ils sont très autonomes, ils sont capables de faire énormément de choses. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire de communication auprès des MDPH, de manière à ce qu'ils connaissent notre syndrome, quoi.
Alors justement, donc on va dire dans le parcours d'un parent d'enfant X fragile. Donc bon, déjà, ça va être un médecin donc, qui pose le diagnostic. Derrière, effectivement, j'ai vu dans un des commentaires un peu plus haut, généralement, on va parler moi-même, hein, en regardant sur Internet, on parle le plus souvent de trois professionnels autour d'un patient X fragile. Un psychomotricien, un orthophoniste et un ergothérapeute. Ce qui est vrai, apparemment, de Oui. toute façon, donc, on va aller le plus souvent, en tout cas, vers ces trois professionnels-là. Je me suis permis de rajouter aussi peut-être deux autres professionnels, même si de toute façon il peut encore y en avoir d'autres. Encore une fois, ça dépend de qui fait quoi, qui doit travailler quoi comme compétence auprès de la personne. Mais bon, alors, pour moi, parce qu'en fait on parle quand même de l'efficience intellectuelle. Généralement, il y a quand même un léger retard mental chez une personne présentant donc, le syndrome de l'X fragile. Comment ça s'évalue? La plupart du temps, ça va être donc un neuropsychologue qui va faire l'évaluation de l'efficience intellectuelle, qui va voir en gros comment se présente la personne en fonction des différents domaines qui ont été évalués. Ensuite, on va parler donc du langage qui peut être le langage oral, en cas qui peut être écrit aussi par d'autres problèmes, mais bon, le langage oral qui peut être parfois problématique chez une personne. À ce moment-là, donc, ce sera l'orthophoniste qui va travailler principalement le développement du langage oral, ou en tout cas la communication. Si aujourd'hui il n'y a pas encore de langage oral pleinement acquis, à ce moment-là, ça sera d'autres moyens de communication afin de pouvoir non seulement déjà être compris, ça va de soi, et puis aussi peut-être diminuer quelques difficultés au niveau du comportement. Ensuite, la mémoire. Ça, on a même commencé par ça. Donc, la mémoire visuelle qui est de meilleure qualité que la mémoire auditive. Mais ça, alors pour le coup, non seulement parce que bon, il y a déjà des difficultés au niveau du langage et puis même au niveau attentionnel, c'est assez compliqué pour une personne X fragile de pouvoir focaliser son attention, pas sur tout, hein, mais en tout cas sur des choses qui, en tout cas, il ne verrait pas forcément l'intérêt. Donc là, pour le coup, c'est normal s'il part totalement de l'autre côté. Les praxis, tout ce qui va être de l'ordre des praxis et du visio-spatial. Compliqué dans le sens où, oui, il va y avoir des difficultés au niveau de la motricité, que ce soit de la motricité globale ou de la motricité fine, et également au niveau du traitement visio-spatial. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, bon, la mémoire visuelle, ça va, mais par contre, mettre beaucoup de visio-spatial euh, pour une personne X fragile, c'est pas non plus forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Autant passer par des supports assez simples, on va dire, ou bien délimités en tout cas, afin de pouvoir améliorer ses capacités d'encodage pour pouvoir après derrière mémoriser. Et puis enfin les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est tout ce qui va être les capacités de planification, d'inhibition, de flexibilité, de mémoire de travail, ce qui généralement c'est assez difficile chez une personne X fragile. Alors là pour le coup désolé de parler de tout ce qui ne va pas, je pense qu'on prendra aussi comme le temps de parler de tout ce qui va aussi très bien. Mais bon, en tout cas, les fonctions exécutives, ça peut être quelque peu compliqué. Pourquoi? Parce que tout simplement, à mon sens, en tout cas, c'est quand même assez souvent dépendant de l'environnement. Et on sait à quel point l'environnement peut être problématique pour une personne X fragile. Donc forcément, si on vous met dans un environnement qui va être hostile, en tout cas interprété comme étant hostile, moi derrière ça ne me donne pas envie de vouloir faire preuve de planification, d'inhibition et de pouvoir jongler d'une idée à l'autre. Non, ce que je vais faire c'est que derrière je vais présenter des troubles du comportement parce que je ne saurais pas comment agir ou réagir face face à cet environnement qui me paraît hostile. Du coup, justement, par rapport au comportement, alors il peut y avoir, bon, la plupart du temps, hein, il va y avoir de l'hypersensibilité, beaucoup d'anxiété, difficulté donc à pouvoir gérer aussi ses émotions, et puis assez souvent une dépendance au niveau des stimulations sensorielles. On va, alors après, on parle aussi stéréotypie un peu plus haut. Oui, c'est vrai que souvent, ouais, quand, surtout petit, après ça petit à petit on s'en rend moins compte, mais
c'est vrai qu'ils sont un peu dans l'écolalie et c'est vrai ils aiment que ce soit structuré. Quand ils ont des emplois du temps avec les pictogrammes, ça c'est hyper important de pouvoir leur donner un maximum de possibilités, les éduquer avec les pictogrammes tout petits, s'ils ont les pictogrammes pour bien leur expliquer comment se laver, comment voilà, et ils vont évoluer beaucoup plus rapidement, ça sera. Tout à fait. Et ils se réfèrent à leur pictogramme. Et ça, c'est hyper important de pouvoir leur donner un cadre et mettre en place des repérages pour eux, puisque quand ils auront leur repère, pour eux, ils sont beaucoup plus confortables et ils arrivent à faire énormément de choses. Au niveau de l'autonomie, ça sera super important si on lui explique que tous les jours, eh ben, on se lave les dents, on se lave les dents, on prépare ses affaires, on lui explique, on lui détaille, on lui explique bien comment préparer ses affaires, ou faire ou telle chose. C'est super important. Ils sont vraiment capables de faire énormément de choses. Mais il faut vraiment leur mettre un cadre, bien leur expliquer et surtout, oui, avec des supports. Essayer tout type de support de manière à mettre nos enfants à l'aise et de manière à ce ils évoluent gentiment et que tout se passe bien pour eux, quoi. C'est exactement C'est un ça. confort. De toute façon, en fait, en travaillant la communication, derrière, forcément, vous allez favoriser deux choses, l'autonomie et puis diminution des troubles du comportement. Parce que par définition, je parviens à me faire comprendre et puis j'arrive potentiellement à comprendre ce que l'autre aussi attend de moi. Donc ça, forcément, ça va derrière favoriser l'autonomie et puis normalement aussi diminution des troubles du comportement. Justement, on parle de cadre. Alors, ce que je vais faire, parce que du coup, j'ai trouvé un peu de contenu sur Internet, et peut-être que ça fait pas très très poli, mais je vais simplement lire en gros lorsqu'on parle de cadre, comment faire pour favoriser finalement ce cadre de travail pour une personne X fragile. Ne pas hésiter à prendre plusieurs séances pour connaître l'enfant. Alors que ce soit bon, au sein d'un cabinet ou même à domicile, il faut déjà que la personne elle puisse se familiariser avec cette personne qui va ultérieurement attendre quelque chose de nous. Donc on prend le temps de connaître l'enfant. Présenter les locaux, faire en sorte qu'encore une fois, même les locaux en fait, soient petit à Oui, petit. c'est important. C'est important de toujours leur expliquer, leur faire voir. Donc, oui, Pour diminuer justement ouais, leurs angoisses. c'est ça, Leurs toutes angoisses. ces angoisses. Alors mettre un calendrier, bon en tout cas il faut qu'il y ait donc comme vous l'avez dit un Ouais, support support visuel, visuel. c'est ça, Mm. parce qu'on sait que juste après telle activité, ça sera une autre activité, ça sera une autre activité, et au moins comme ça en fait on peut se repérer. Ça paraît tout à fait logique, hein. Ça c'est en fait chacun d'entre nous, de toute façon on a besoin de repères pour savoir exactement ce qu'on va faire durant la journée. Et normalement, c'est censé pour le coup nous rassurer. Je sais qu'après tel rendez-vous, j'ai un autre. Puis ensuite, je vais déjeuner, et puis je vais finir à telle heure, et puis ensuite, je pourrai rentrer chez moi, et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal, il faut vraiment pas minimiser ce genre d'outils. Alors là, il y avait écrit donc utiliser une petite comptine routinière pour passer à une activité spécifique ou développer des routines annonçant le changement. Oui, chez les petits, ça peut être un bon système. Chez les petits, Chez les après, petits, oui. effectivement, en grandissant, ça peut être d'autres supports. En tout cas, de quoi pouvoir vraiment séquencer aussi les activités. On sait que là, hop, on a fini avec cette activité-là, on passe à une autre activité. D'ailleurs, non seulement ça permet de nous, quand je dis nous, du coup, c'est en fait, c'est le patient israélien, de le rassurer. Et puis au moins comme ça, bah, indirectement, on lui apprend à passer d'une activité à l'autre. C'est-à-dire que de toute façon, indirectement, on est en train aussi de travailler
la flexibilité avec cette personne. Éviter les événements ou situations que l'on sait stressants pour la personne. Ça va de soi. Accepter que la personne garde un objet personnel avec elle pour pouvoir justement la rassurer. Pour les plus petits, oui, c'est un doudou. C'est facile. Pour les plus petits, c'est facile. Après, pour les adultes, pourquoi pas. Ça peut être parfois même un vêtement. Il sait qu'il veut porter tel vêtement pour aller au rendez-vous. Il a le droit de mettre le vêtement qu'il souhaite. Si c'est absolument, il va avoir tel bracelet pour aller au rendez-vous parce que ça le permet d'être en confiance, c'est ce bracelet-là. Ça peut être n'importe quoi que ce soit. À partir du moment où c'est un objet personnel qui lui permet de pouvoir se dire je ne suis pas tout seul, là je suis en confiance, ou en tout cas j'essaie d'être davantage en confiance. Il faut prendre le temps de pouvoir faire ça. L'espace, ne pas forcément, ne pas forcément le mettre dans une salle beaucoup trop grande, avec beaucoup trop de stimuli. Mais de toute façon, déjà, la foule, ça, ils n'aiment pas. Voilà. Ça, c'est hyper compliqué. Il faut vraiment les préparer quand on veut aller dans la foule. Ça sera vraiment... ça va être compliqué. C'est compliqué. Mais ça se prépare. Oui, ça se travaille. Après, petit, c'est plus compliqué qu'en étant adulte, mais petit, ça peut être très compliqué. Pour ma part, j'évitais vraiment. Donc en tout cas, en séance de travail, ne vraiment pas hésiter à prendre des espaces peut-être plus restreints parce que c'est aussi réconfortant finalement pour la personne. On délimite, on cadre l'espace. Donc il n'y a pas cette inquiétude-là de c'est trop grand, qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Non. On délimite, on cadre et comme ça en fait c'est plus rassurant. Pareil d'ailleurs pour le bruit. Bon là je rappelle des... Oui, le bruit, oui. Ils peuvent avoir ils sont déjà très sujettes aux otites. Tout petits, ils sont sujettes aux otites. Donc du coup, je ne sais pas si ça peut être lié au bruit, mais c'est vrai que le bruit, selon certains sons, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. C'est vrai que ça peut être compliqué pour certains d'aller au cinéma, par exemple. Le fait d'être dans une salle, ça peut être compliqué. Il existe d'ailleurs une salle à Paris qui fait des séances pour des personnes différentes. D'accord. Et donc, il propose des séances de cinéma. Je ne connais pas la salle, mais elle est adaptée justement pour des personnes qui ont des soucis avec les sons, etc. On va faire des recherches, on mettra très certainement le nom de cette salle en commentaire, parce que ça pourrait être utile à pas mal de personnes. Mais alors effectivement, du coup, pour rebondir sur le commentaire d'Émilie, et merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, c'est vrai que effectivement, il faut toujours faire attention. C'est sûr que si on met en place des routines, il ne faut pas non plus que derrière la personne ne puisse plus se passer au bout de X temps de toutes ces routines. Donc il faut faire évoluer. C'est ça, il faut faire évoluer. Avec l'âge, En fait, c'est là où finalement nous on doit toujours anticiper à sa place. En tout cas, j'ai toujours, lorsqu'il y a prise en charge, préparer pour ne pas le confronter à une situation trop problématique, on va dire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que du coup, parce que on avait dit que dans les professionnels il y avait psychomotricité, orthophonie, ergothérapie pour adapter aussi l'environnement à la personne, neuropsychologie pour l'évaluation de l'efficience intellectuelle, mais il y a aussi les éducateurs spécialisés. Oui, ça c'est important. Les éducateurs spécialisés qui interviennent au quotidien. Ils peuvent aider parce que c'est vrai comme il y avait un commentaire qui disait qu'effectivement en IME, il n'y a plus de scolaire, ou très peu, ou alors c'est des tout petits créneaux et ils n'auront pas forcément le temps. Et c'est vrai que s'il y a possibilité de faire appel à des éducateurs spécialisés, de plus en plus, il y en a qui sortent des
des rouages des IME, IM Pro, ESAT, etc. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent apporter beaucoup plus de choses directement aller chez les personnes, avec les patients en direct. De plus en plus, on en trouve qui s'installent un petit peu partout en France, et ça c'est vraiment super important. De plus en plus, il faut aussi passer par du concret, donner un sens à finalement en fait à ce que l'on souhaiterait travailler avec ces personnes, c'est extrêmement important. S'ils n'en voient pas l'intérêt, c'est pas étonnant que derrière ils ne souhaitent pas focaliser leur attention sur ce qu'on souhaite travailler, et du coup c'est pas étonnant qu'ensuite ils progressent pas là où on souhaiterait qu'ils progressent. Donc il faut passer par du concret, et pour le coup, pour ma part, c'est bon. Je vois que du coup l'heure, comme quoi, l'heure en fait est passée super vite. Super hein. vite. Ouais, 1 heure ça passe Moi, extrêmement vite. je suis très contente d'avoir participé à ce NeuroLive. J'espère que les gens les personnes auront apprécié. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. J'aurai des échos, je pense. et pourquoi pas refaire suite aux questions ou aux remarques, peut-être un autre NeuroLive. Bah, écoutez, À vous, avec Gabriel, plaisir. de proposer. Avec plaisir. Merci à vous, Françoise, pour toutes ces explications, pour votre présentation. Vous vous êtes rendu disponible un jeudi soir Après mon travail. après votre travail pour du coup nous présenter l'association et puis sensibiliser donc autour de ce syndrome de l'X fragile. Ça sera avec plaisir que vous pourrez aussi donc de nouveau intervenir pour un nouveau NeuroLive. J'en profite aussi pour remercier Nima qui était présent ce soir derrière son clavier. Donc Nima qui est également neuropsychologue et puis associé initiateur de ces NeuroLive. Donc merci aussi à lui pour tous ses commentaires et ses questions. Comme vous l'avez dit, effectivement, donc si là pour le coup on n'a pas pris le temps de répondre à toutes les questions, la vidéo de toute façon va être postée. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. Et puis après, nous, on prendra le temps donc, de répondre à toutes vos questions. Je pense que vous allez être submergé de questions et de commentaires. Je vais juste effectivement rappeler qu'on a une vidéo actuellement qui circule sur Facebook. Le but, c'est vraiment de faire connaître notre syndrome. Donc cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. Et donc, n'hésitez pas à connecter, à partager. C'est une vidéo très très sympathique j'ai une petite participation de ma société qui nous soutient dans cette démarche. Mais c'est important de la faire circuler de manière à ce que les gens puissent connaître notre syndrome, et c'est vraiment important que tout le monde, qu'il y ait un maximum de personnes qui découvrent ce syndrome, et je pense qu'il y a plein de personnes atteintes de ce syndrome que l'on côtoie régulièrement, et on ne sait pas forcément que c'est le syndrome X fragile. Donc on n'hésite pas. Vous voyez, là, c'est super parce que de toute façon, c'est ce que j'allais dire, le lien vers la vidéo a été ajouté en commentaire. Donc comme ça, en fait, là, toutes les personnes qui vont partager, c'est bien. Et voilà. Il y aura plein de vues. J'avais ameuté toutes mes amies de l'association pour m'aider dans cette difficile tâche. Donc merci à eux de nous avoir suivis, et puis j'espère à bientôt pour un NeuroLive, ou peut-être une activité sur la région parisienne. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Très bientôt. Passez une excellente soirée et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.